salut tout le monde, aujourd'hui on accueille Christophe Tran, qui est une vraie star dans la région, qui a ouvert un e-commerce savon, qui a un passé de dev, d'e-commerçant, de revendeur, et là qui vient d'ouvrir sa première boutique à Croix. Tu es aussi chez Place des Patronnes. Salut Christophe. Est-ce que je me suis trompé ou Non, fidèle c'est ça. Bon, Star, écoute, elle est pas encore en phase de brillance, mais non, écoute, ouais, effectivement, bah, c'est ça. En fait, on a une marque de cosmétiques basée dans l'Hauts-de-France. On est créateurs et fabricants. En sachant qu'en fait, on n'a pas toujours été créateurs fabricants puisqu'on était revendeurs auparavant. Au début, on a commencé comme ça, mais effectivement, c'est ça. On est donc avec mon épouse, cofondateur de la marque Savonnable. On travaille aujourd'hui avec des partenaires avec qui en fait on bossait, donc on est à 4 dans l'entreprise. Et avec mon épouse, on est parents de 3 filles en fait. Donc c'est notre entreprise dans l'entreprise. Ouais, ça prend du temps aussi. Hein. Ah, bah c'est ça, hein. C'est la plus grosse boîte. Ouais. Au final, ça fait 4 bébés quoi. Ouais. Bah, à part qu'il y en a qu'une qui pompe de l'argent et qui essaie d'en générer. Pourquoi on fait des enfants déjà? Écoute, on participe à la mission de repeupler le monde de la planète, c'est ce que je dis à ma femme. Et là, bah oui. Hein. Ouais. On bosse H24 la nuit. Ouais. Et en plus, on n'a même pas forcément de reconnaissance. Non, ça, faut pas en attendre. C'est l'amour inconditionnel. C'est aimer sans rien attendre en retour. Ouais, bah c'est ça. En vérité, c'est ça. La reconnaissance, au Vietnam, en fait, il y a un proverbe qui dit t'aimes tes parents quand tu commences à avoir des enfants, en fait. Alors, c'est pas exactement ça, mais la vérité, c'est que tu comprends, en fait, l'engagement des parents au moment où tu en as vraiment, parce que il y a un truc qui prime, c'est l'expérience. Et c'est vrai qu'on en chie quand même. Quoi. Du coup là, cette phase d'entrepreneuriat, comment ça se passe, la vie de famille? Vous arrivez quand même à garder du temps pour les enfants? Bah, on fait au mieux, on va dire. Je pense que l'équilibre, en fait, ça n'existe pas vraiment. En fait. Tu vois, le truc hyper équilibré, comme dans les films où en fait, t'arrives à la maison, tu te poses, c'est calme, tout ça. C'est Hollywood, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Non, en fait, je pense qu'il faut accepter les phases de turbulence et il faut apprécier les phases où c'est plus calme, en fait. Et la vérité, c'est qu'on cherche plus l'équilibre, en fait, on cherche juste à s'adapter, en fait, dedans. Nos enfants, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils comprennent un peu ce qu'on fait. Et ils vivent aussi le truc. Je pense que je suis pas sûr que mes filles elles soient entrepreneuses un jour parce qu'elles trouvent qu'on passe beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un fait. Après nous, c'était une façon d'être libre aussi en fait, d'une certaine manière, hein, tu vois. Mais non, on aime ce qu'on fait, on aime la vie qu'on a choisie en fait, et on sait que dedans il y a des sacrifices. Hein. C'est une forme de liberté. C'est une forme de liberté. Et puis même si ton chie, t'es libre. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que de toute manière, en fait, dans tout ce qu'on va vouloir avoir, il y a toujours un sacrifice. En fait. Le premier, il est financier, ça, faut pas se leurrer. C'est-à-dire que moi, quand j'étais salarié, j'avais en plus, j'étais plutôt bien payé, tu vois, j'ai un poste plutôt sympa. Et comment dire, et c'est là, en fait, c'est quand tu entreprends, tu te rends compte, en fait, de la masse salariale. Ce que ça coûte à un salarié, ce que toi tu coûtes en fait à l'entreprise. Et ça, franchement, c'est vrai que quand tu es dans une boîte, tu te rends pas compte en fait, de ça. J'ai vécu exactement la même chose. Moi, j'étais dev aussi, chez Bransonic du coup. Et quand je suis passé de la phase d'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que je n'avais aucune connaissance, effectivement. Ouais. Ah oui, je coûtais ça. Ouais, c'est ça. Et même quand tu pars en vacances, par exemple, tu sais que t'es en full perte en fait. Mais ouais. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Et ça, c'est des choses. Ouais. Forcément qu'il y a des difficultés. Nous, en fait, on aimerait en fait avoir un truc plus stable, tu vois. Et je dis pas en fait que je serais pas resalarié un jour en fait. C'est pas en fait. Tu les vois différemment aujourd'hui depuis que tu as été entrepreneur? Ah oui, c'est sûr. Bah c'est fatalement. Tu vois, enfin, à partir du moment où. T'as pas le chômage. Ah non, t'as rien. T'as rien. Franchement, on est des parias. Ouais. Après, on est dans un pays où t'as quand même des aides en fait, qui te permet d'avancer, de créer.
Mais ce qui est sûr, c'est que le confort du salariat, si on décide d'être entrepreneur, il y a des sacrifices en fait. Et, il y a vraiment et moi je trouve que la notion de sacrifice, ce mot-là en fait, il est vraiment important parce que finalement tu sais qu'il y a des choses où tu vas sacrifier. Tu vois, c'est le confort d'un salaire qui arrive tous les mois en fait, de manière stable, avec tes 5 semaines de vacances et tout. Tu sais que ça, tu peux t'asseoir dessus. Tu peux t'asseoir dessus, en tout cas pendant un petit moment, en tout cas, tu vois. Ah ouais, je partage entièrement. Et moi, les enfants, par exemple, je sais que j'ai beaucoup sacrifié, quoi. Au final, ça fait 15 ans qu'on a démarré avec Improvise, on a passé un temps énorme, et je rentrais le soir, des fois à 22h. Je n'ai pas vu combien de fois j'ai pas vu mes enfants coucher le soir, quoi. Mais bon. Ouais, non, après je pense qu'effectivement, il y a des moments où en fait je trouve que c'est la problématique, c'est au-delà du fait de la présence physique, il y a aussi la présence mentale. C'est-à-dire que parfois on est là, mais on n'est pas là. Oui. Moi, c'était un dev, j'étais un peu dev aussi. Et parfois tu dev dans la tête, tu vois, sans comment dire, t'es là, mais t'es pas là, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est des trucs en fait. Je pense qu'il ne faut pas avoir forcément il ne faut pas se faire violence en fait. C'est que ça faisait partie du parcours. Moi, il y a des moments aussi, je regrette. Je pense que j'aurais pu le faire différemment, tu vois. Mais finalement, tu te dis de toute façon, voilà, c'est fait, et on se rattrape en fait. Tu vois. Quand t'es passionné. Hein. C'est ça. C'est ça. Enfin, je pense que c'est ça en fait l'histoire. On a la chance de vivre un peu ça reste tellement passionnant et même intellectuellement, quoi. C'est tellement passionnant d'entreprendre, quoi. C'est ça, et je pense que ce qu'on aime aussi, c'est le variable en fait. Mais oui. Parce que tu vois, enfin, moi j'ai travaillé 10 ans dans une boîte sur laquelle en fait je suis parti de là parce que en fait j'avais l'impression d'avoir, en fait, quand je suis sorti de la boîte, c'est parce que je me posais la question sur ce que je valais en fait, réellement. Parce que, en fait, tu es dans un écran de fumée, en fait, dans une boîte. On pense qu'on n'est pas assez bien payé, en général. Ouais. Tu vois, surtout dans les grosses boîtes, tu as l'impression de toujours te faire avoir. Tu te dis, je serais beaucoup mieux payé. Voilà, tu sais pas. Et tu sais pas ce que tu faut vraiment sur le marché parce que tu as des gens qui. Moi, dans la boîte où j'étais, en fait, j'avais franchement que des bons retours. Donc, mais ce que tu es à un endroit en fait ne veut pas forcément en fait dire la même chose à un autre endroit, tu vois. Et donc du coup je me suis et comme j'ai un passé d'autodidacte, j'ai pris ce risque là en fait de tout arrêter pour tout recommencer. Forcément que dans mon entourage t'es cinglé, tu vois. Enfin, genre, en plus, moi je viens d'une famille en fait où on a immigré en France dans les années 82, donc moi je suis né au Vietnam mais je suis arrivé très tôt en France. Et mon père, lui, tout ce qu'il cherchait c'est la stabilité. Lui, il vient du Vietnam, en fait il a tout fait pour que ses enfants aient une situation, on va dire, plus stable, parce qu'il a quitté un pays instable. Et c'est vrai que ça, en fait, tu vois, lui, il n'a pas compris du tout. T'es fou, tu vois. Mais je pense que cette deuxième génération, en fait, on cherche plus de problèmes qu'autre chose, je pense. C'est dans le défi que tu progresses. C'est dans le défi, dans le challenge que tu progresses. Et même dans le code, c'est au moment où tu as des deadlines impossibles que c'est là que tu sacres le plus, quoi. Je suis un peu de cette type-là. Je laisse traîner. Et dès au moment où je sais que ça va être serré, je mets un gros coup de bourre. Et c'est là que tu sors les trucs meilleurs, c'est là que tu pourrais vraiment. Bah, l'IA maintenant, t'es quand même aidé. Mais t'es vachement aidé. Après, c'est ça qui fait un peu flipper dans le sens où. Au départ, tu vois, j'utilisais l'IA, pardon, en plus on bascule un autre. C'est hyper intéressant. Et l'IA, en fait, moi je l'ai utilisé assez rapidement, en fait, tu vois. Il y a un mec, un jour, je me souviendrai comme si en fait c'était le début de l'internet, tu vois. C'est avec le bruit du modem. Ouais, du modem. Il me montre ça, je suis putain, de la folie. Tu sentais que c'était game changer. Tu vois, il y a quand même des trucs où tu dis,
Bon là, Ouais, là ça va basculer, tu vois. Et du coup, genre les lunettes méta, tu vois. Comment ça s'appelait le truc, le monde de méta en 3D là le métaverse. Métaverse, Ouais. ça sentait le bullshit à mort. Bah ouais, mais ça ressemblait aux Sims. Franchement, c'était. Ouais, franchement, ça crée un autre sujet, mais. Mais ouais, on est d'accord, tout de suite là-dessus. Bon, ça se sent quoi. Bah en fait, c'est la simplicité d'usage en fait. C'est-à-dire que l'être humain, il est encore connecté, en fait, il est encore en possession de choses, donc même de manière sensorielle, donc tu stores avec la machine, mais tu sens que ça va te faire gagner du temps. Tu vois, moi tout de suite j'ai vu le temps gagner, et c'est vrai que par contre ce qui est particulier, c'est, tu vois, tu parlais du dev, moi j'utilise beaucoup pour le dev. Tu vois, j'utilise énormément là-dessus. Moi, franchement, il m'a refait en fait des modules du site que j'aurais mis en fait des mois à faire. Et là où je regrette un petit peu, c'est que tu vois, quand tu cherches à coder, donc on revient à 10-15 ans en arrière, le chemin il est intéressant en fait. Parce que t'apprends énormément, et je trouve que ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des moyens et la confusion des buts en fait. Et on passe notre temps en fait à vouloir créer des usines à gaz, des trucs, tu vois, de fou. Et en fait, on se rend compte que ça répond pas forcément au but final en fait. Le métaverse. Mais c'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Grosse confusion des moyens là. Le mec s'est perdu. Bah, c'est ça. Et après, bon, je pense que c'est parce que, enfin, je sais pas, mais c'est vrai que ce qu'ils nous ont proposé, c'était un peu. Ouais, et puis, ça a déjà été testé des dizaines de fois en plus. Le but, est-ce que le but c'est qu'on soit tous dans un monde virtuel quoi? Bah, il y a ça, et aussi, c'est que techniquement, c'était pas beau en fait. Bah oui. Tu vois, je trouve que c'était pas fini, tu vois. Et c'est vrai que l'idée parce que ça aurait pu être pour moi, un jeu en fait. Un jeu comme les Sims et tout, ça cartonne, ça a toujours cartonné, et t'as des gens qui jouent encore, tu vois, c'est fou. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était quoi le but dedans en fait? C'était d'aller vers des personnes en fait, en plus de manière dégradée, tu vois, parce qu'en fait t'es encore pixelisé. Il y a une espèce de lubie humaine qui revient très souvent, mais et si on était tous dans notre canapé, en fait, ça serait génial de pouvoir reconstruire un vrai magasin, une vraie ville, un vrai machin. Et il y a cette espèce de course à qu'est-ce que je peux rendre dans le virtuel, qui n'existe pas encore dans le virtuel, comment je peux rendre un bout de monde physique, et je vais le transférer dans le virtuel, et ça va marcher. Mais c'est pas si simple que ça. Bah non, c'est pas si simple, et surtout que je suis pas sûr que c'est ce qu'on a besoin en fait. Tu vois, on le voit en fait avec les casques de réalité augmentée. Moi je trouve que ça a une vraie valeur ajoutée dans le monde professionnel. Il y a plein de sujets de simulation, etc. Où vraiment t'es en immersion, voilà. Il y a des trucs vraiment où. Mais est-ce que nous, en fait, en tant que citoyens lambda, on a besoin d'être coupé du monde pour vivre autre chose? Alors dans certains cas, peut-être que dans des jeux, bien sûr, c'est hyper intéressant, tu vois. Mais tu sais, on le voit avec le casque Apple par exemple, qui pourtant, voilà, c'est quand même, quand il sort un truc, c'est voilà, c'est au millimètre. Et est-ce que nous, en fait, alors bon, il y avait une histoire de prix, mais pour moi, je considère qu'à partir du moment où c'est canon, le prix, c'est plus une question, en fait, tu vois. À partir du moment, il y a voilà, exactement. Tu sais, au Vietnam, les jeunes là-bas, puisqu'ils vivent un peu leur trente glorieuse, là, en ce moment, eux, ce qui leur intéresse, c'est un téléphone, un iPhone et une mobilette. Hein, tu vois, ça, c'est leur. Après, voilà, c'est ça. Ils mettent des moyens, ils font des crédits pour ça. Donc on peut, en fait, mais finalement, c'est que en fait, le besoin, il est pas là. Et peut-être qu'il y a ce fantasme, en fait, du monde virtuel, en fait. Si on pouvait détourner quelques milliards de ce qui est investi là-dedans sur le commerce physique par exemple, ça pourrait être pas mal, ça financerait Place des Patronnes. Exactement, c'est vrai. Plutôt que de financer des mondes virtuels, parce que et même dans la région,
Il y avait un projet Shopping, là, je crois que c'était plusieurs dizaines de millions d'euros du FEDER, hein, tu vois ce que c'est nos impôts, qui ont été investis dans un monde virtuel. Il y a eu, comment ça s'appelait, avant Metaverse, là, le truc qui a fait un énorme bid aussi. Ah merde, je ne le retrouverai pas. Mais des mondes virtuels, on a déjà eu un certain nombre quoi, avant, qui ont fait des énormes bids. Et moi, ça fait 15 ans que je me passionne pour ce monde-là, parce que ça fait 15 ans que je m'obsède sur le monde physique. Ouais. Ça fait 15 ans que je m'obsède sur le monde physique en disant, effectivement, il y a une rupture entre le physique et le digital, mais il y a quelque chose à faire dans le physique, en trouvant la bonne équation entre digital et physique, et surtout, comment on peut réinventer l'expérience physique en exploitant ce qu'il y a de bien dans le digital pour le mettre dans le physique. Et quand on regarde les chiffres, d'ailleurs c'est une étude dont je te parlais tout à l'heure, la d'Adrien et Laetitia Lamarine qui a fait l'e-commerce, c'est des chiffres de la FEVAD ou je sais pas qui, mais il y a 10% du commerce français qui est online, et sur ces 10% là, tu as les 2/5, c'est des produits de biens et de services. Des produits. Le service, c'est 3/5. Ce qui veut dire qu'au final, il y a 4% des parts de marché qui sont liées en ligne sur la vente de biens et de produits. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 96% du reste qui se passe dans le monde physique. Donc il y a un putain de marché à aller chercher. Quoi. Ouais, mais c'est ça. Qui peut être tentant. C'est parce que la réalité, c'est que avant, tu disais, tu crées une boutique physique, une boutique web, tu es chez toi, tu fais tes colis, voilà, tu n'as plus besoin de bouger de chez toi, tu vois. Donc, mais la vérité, c'est que, en fait, tu vois, les marques, et pourtant, il y a plein de marques qui s'implantent, des nouvelles marques, en fait, qui s'implantent vraiment que en physique, parce qu'ils ont compris, en fait, que, en fait, il y a quelque chose de sensoriel derrière ça, en fait. C'est que, balader, en fait, en boutique, en fait, tu vis aussi une expérience que très honnêtement tu ne pourras jamais avoir, en fait, c'est sur la partie web. Après, comment connecter les deux? Là où je pense, effectivement, tu as raison, c'est de trouver des métaphores, en fait, du monde physique pour pouvoir, en fait, l'exprimer, en fait, différemment, en fait, dedans, mais tu ne peux pas transposer, en fait. Ça a déjà été testé, d'ailleurs, de transposer, ça n'a jamais marché, quoi. Des mecs qui ont mis par exemple leur site web dans des boutiques, voire même pire, il y avait la rue du commerce qui avait essayé de faire une boutique et que des sites web. C'était des bornes avec des sites web, ça allait faire un flop monumental. Ils avaient mis 2 millions d'euros de budget sur la table et ça n'a pas tenu un an quoi. Et il y a un sujet de traduction en fait. Ouais, mais ça je pense que les retailers, je trouve que lorsqu'ils sont arrivés sur le web, ça a vraiment fait du bien parce que moi j'ai commencé dans le web en 2004 je crois, 2003, 2004, donc ça remonte, hein, tu vois. C'est vrai que... T'avais 20 ans à l'époque. Nous, les boutiques là-bas, enfin à cette époque-là, pardon, excuse-moi, c'était des techos qui tenaient les boutiques e-commerce. C'était des webmasters qui tenaient des boutiques e-commerce, ce qui était fou, parce qu'on avait une vision très technique en fait de la machine en fait. Ouais, puis c'était très à côté aussi. Ouais, c'est à côté, c'était... Fais ton petit truc, joue avec ton machin là. Exactement. Et c'est vrai que lorsque les retailers ils sont arrivés, en fait, ils ont déjà en fait constaté le taux de transfo. Ils se sont dit, moi aussi en boutique physique, je fais 1% de transfo, je suis mort en fait. Donc comment faire pour améliorer ça? Il y avait donc une question de l'expression de marque en fait qui était peu visible parce que c'était tenu par des mecs qui étaient tech et qui faisaient plus attention au fait que ça marchait, que ça puisse créer un sentiment positif en fait, tu vois. Et après tout ça, tu vois, c'est vrai que ça a pas mal bougé. Et c'est vrai que nous sur le web en fait, moi ce que j'essaie de faire au mieux, c'est vraiment de garder une cohérence déjà, avoir une cohérence entre ce que les personnes reçoivent en fait chez eux et ce que je présente. Ça m'a aidé de travailler en fait 10 ans dans la com, puisque ça me permet toute la partie shooting, nous on le fait, etc. Mais c'est vrai que je me pose toujours la question, lorsque je fais une action en fait sur le web, en fait, qu'est-ce que ça peut générer comme sentiment? Tu vois, il faut que ça fonctionne. C'est émotionnel, etc. Ouais. C'est ça. Et parfois on passe beaucoup de temps sur des trucs qui n'ont aucun impact en fait du business, c'est vrai. Hein.
Mais faut tester, faut tester. Ça, là, on rentre dans le dur du sujet, c'est hyper intéressant parce que non seulement tu as bossé 10 ans dans le web, donc Savonnable d'ailleurs a commencé sur le web, Ouais. tu as ouvert une boutique il n'y a pas si longtemps, c'était novembre, En décembre. septembre. C'était en septembre. Ouais. Bon, on a ouvert à peu près au même Ouais, moment. c'est ça, exactement. Ouais. Ça a donné quoi? Alors, effectivement, bon, alors pour retracer un petit peu l'historique, en fait, nous, on a commencé donc en 2021 en tant que revendeur. En fait, on avait un besoin, nous, en tant que parents, en fait, de trouver un endroit qui concentrait en fait des produits artisanaux, des savons en particulier, puisqu'on était, c'était un produit qu'on recherchait beaucoup lorsqu'on a eu nos filles, en fait. Et on ne trouvait pas en fait ce qu'on voulait, en fait. Il y avait soit des sites avec vraiment une marque spécifique, mais du coup, on n'avait pas un site qui concentrait en fait des artisans peu connus un peu partout en France. Nous, c'était ça le truc. Donc, on a eu un réseau d'une quinzaine de revendeurs, enfin de fournisseurs plutôt, puisque nous, on était revendeurs. Et on a créé ça. On a démarré donc avec très peu. On a démarré, je crois qu'on a mis 1000 ou 1500 euros sur la table, hein, pas plus, pas moins. Sur lequel toute la partie dev, moi je l'ai créée. Et j'ai mis. WooCommerce. WooCommerce, ouais. Mais WooCommerce, il faut savoir que moi ça fait très 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 longtemps. C'est ta religion quoi. Bah, c'est pas ma religion, c'est que pour moi tu utilises un truc que tu connais. Tu vois, moi, je voulais pas en fait aller au casse-pipe avec un nouveau truc que tu connais pas. Moi je pense que je passerai en fait sur Shopify dans quelques temps, mais pour l'instant en fait c'est un outil que je maîtrise très bien. C'est très rassurant. Voilà, et c'est très rassurant, et surtout que s'il y a un problème, je sais où tu vas vite. Voilà. Et du coup, on a créé ça, j'ai développé le truc. Et au départ, on était en micro-entreprise. On approche à des seuils. On approche des seuils. Et donc là, au bout d'un an et demi, en fait, on monte en structure SARL. Donc je travaille avec mon épouse, en fait, dedans. Donc ça, c'était déjà un projet dans un projet. Le fait de travailler ensemble, il y avait vraiment pour moi une question de rodage assez enjeux. Bah, c'est un enjeu, je trouve. C'est l'enjeu du couple, quoi. Ouais, il y a pas mal de choses à mettre en place. Tu vois. Par exemple, les échanges. Au départ, tu sais, on parlait du boulot à la maison, de la maison au boulot. C'était nappe, tu vois. Tu sais qu'on pourrait faire un podcast sur les couples entrepreneurs. Ah ouais, franchement, il y a un sujet. Hein. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de personnes dans mon entourage qui seront contre en fait de travailler avec leur conjoint. Ouais. Alors que je trouve que c'est plus dur de vivre avec son conjoint que de travailler avec son conjoint. Moi, je pars de ce principe-là. À partir du moment où tu arrives à vivre avec cette personne, normalement, tu es capable de travailler avec elle. Ouais. Après, c'est comment vous allez mettre les barrières, les bonnes méthodes, etc. Mais c'est un enjeu, ouais. C'est un projet dans le projet. C'est exactement ça. C'est ça. Nous, on avait besoin de ça parce qu'on avait besoin de retrouver une vie familiale plus stable, entre guillemets, même si, paradoxalement, ça pourrait donner l'inverse, mais on avait envie de voir plus souvent nos enfants. Nous, on a commencé dans notre cave, hein, on faisait tous nos colis là-bas. On a vraiment commencé chez nous, à la cave. Au départ, on a commencé en faisant des commandes de 10-15 savons par commande, par fournisseur, t'imagines? C'était vraiment... Ouais, c'était le tout début, quoi. Tout début. Et je voulais pas non plus me saigner sur un projet, parce que je venais de faire mes boîtes. C'était marché aussi. Et je testais. Et je crois le plus gros billet, c'était sur Meta, tu vois. Au départ, j'avais mis... c'est sur la pub. Forcément, quand tu lances un business sur le web, si tu mets rien en acquisition, ça se passe pas grand chose. C'est compliqué, ouais. Et c'est compliqué, surtout que si tu n'as pas trop de temps, si tu attends le SEO, et on a beaucoup. Le problème, c'est que ça. En fait, ce que tu mets sur Meta et tout, ça dope aussi, en fait. Le SEO, parce que ça génère du trafic, et le trafic, c'est une bonne. Voilà, et c'est un indicateur positif, en fait. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai fait. C'est quoi le billet que t'as mis au début? Bon, rien, j'ai mis 800 balles en fait. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Mine de rien. Ouais, mais. C'est parce que tu connaissais, tu venais, t'avais fait 10 ans. Ah oui, ouais, c'est ça. Tout le monde ne mettrait pas forcément 800 balles comme ça sur Meta. Puis il faut savoir comment l'investir aussi.
comment le mettre, comment faire ta campagne. En fait, il faut juste les mettre en disant que tu vas les perdre, pour pas stresser. Ouais. Franchement, parce que la vérité, c'est que si tu dis, genre, je mets 1000 euros et je vais attendre 30 000 euros, tu vas vite être déçu et tu vas pas les avoir en fait. Il faut faire des micro-tests sur des micro-cibles. Je crois que l'erreur que moi que j'ai fait au départ, en fait, c'était d'avoir une cible trop large. Tu vois, je pensais que. En plus, quand tu sors d'annonceurs, genre comme Damar et tout, qui ont des clients depuis un demi-siècle, tu vois, tu dis, bah, c'est pas grave, tu vas sortir, des clients, il y en a. Et c'est là que tu te rends compte, ces boîtes-là, elles ont une chance incroyable d'avoir un fichier client fidèle, machin, tu vois. Et donc, et en fait, je mets ça c'était pas non plus ouf hein, en termes de renta. Mais de fil en aiguille, voilà, ça s'est fait comme ça. Il y a eu le SEO aussi en fait à grimper. Et on a réussi voilà, à en vivre au bout de quelques mois, donc c'était assez rapide. Ah, bien, sans voilà, et pas non plus. Enfin voilà, j'ai jamais gagné en fait ce que je gagnais moi en tant que salarié. Hein. Au moins, tu avais quelque chose d'alimentaire. Voilà, c'est ça. En fait, ça payait les fournisseurs, ça nous payait nous modestement, mais voilà. On travaillait de chez nous, on était bien, etc. Ensuite, quand on a basculé en tant que SARL, en fait, on était chargé différemment. Ah oui. Donc, t'as la TVA qui arrive, tu vois, t'as les charges sociales qui arrivent, patronales, t'as tout ça en fait qui arrive. Et quand t'es micro, en fait, t'es un peu nursé en fait finalement parce que c'est de l'amorçage. C'est de l'amorçage. Et moi, pourtant, j'aurais pu attendre encore un petit peu, tu vois. Mais je voulais vraiment aller te faire violence. Voilà. Je me suis dit, voilà, ça marche pas, on continue, tu vois. Et on s'est aperçu que c'est compliqué. Le modèle de revendeur sur des microstructures comme ça avec qui on travaillait, c'était compliqué parce que eux, c'était des micros sur lesquels en fait il n'y avait pas de TVA non plus. Nous on commence à payer de la TVA et il y avait des boîtes à qui on margeait plus en fait parce que c'était plus rentable du tout parce que en fait si eux ils passaient leur prix en fait en TTC c'était pas possible. C'est d'ailleurs l'énorme avantage d'être une marketplace, c'est que du coup la TVA pas besoin. Quoi. Elle est transparente. Bon. Mais oui. Ouais. Nous on n'a pas cette problématique de TVA. Ouais. Et donc nous, voilà, c'était un problème. Forcément, ouais. C'était un problème, clairement. Et donc et surtout que ce qu'on faisait, en fait, ça valorisait, mais c'est le jeu, hein, ça valorisait les revendeurs, mais moins notre marque, en fait, à nous. En fait, on ne crée pas de valeur sur notre... Voilà, c'est sur Savonade. Du coup, on bossait avec un des partenaires avec qui on bossait. Enfin, je suis répété, mais c'est pas grave, voilà. Et partenaire conseil ou partenaire non, c'était un fabricant en fait. Ouais. On bossait avec eux et on s'est dit tiens pourquoi pas créer quelque chose ensemble. Et c'était aussi une petite boîte en fait. C'est tenu par Bérénice et Apolline, qui sont deux sœurs qui sont vraiment extraordinaires. Franchement sur lesquelles on est complètement, enfin on est alignés sur pas mal de choses en fait. Valeurs humaines aussi. Ouais. Et sur l'effort en fait que ça nécessiterait parce que ce qui est compliqué en vérité quand tu t'associes, je trouve, c'est l'énergie du départ. Quand c'est déséquilibré, ça crée des tensions, ça crée du stress aussi. Très souvent cause de rupture. Et les attentes financières aussi. Tu vois, t'as des personnes qui sortent, mais après c'est pas gênant en soi. 80% des boîtes qui vont au tapis, c'est des problèmes d'association. Ouais, bien sûr. Qui se capent le chignon. Et là, on sait que ça va pas rouler tout de suite. Ça on sait, mais on sait que... Et tout le monde le sait, et tout le monde est OK. Et tout le monde est OK, et surtout que l'une des associées avec qui en fait on s'est mis ensemble, on partage la même passion du boulot en fait. Moi je suis un bosseur de fou, mais vraiment, et je le fais de manière passionnée. Vraiment, tu vois, voilà, je suis... C'est OK, tu bosses... Parce que t'aimes ça aussi. Voilà, moi je peux aller au front sans aucun problème. En plus, j'aime ça. En fait. Bizarrement, tu vois, voilà, je fais avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que ça, en fait,
on s'est retrouvés là-dedans. Et on avait aussi une vision commune sur le produit, sur les valeurs en fait, qu'on voulait donner en fait, à la marque. C'est ça. Et donc, on décide de créer toute la gamme Savonam ensemble. On a redesigné toute la gamme. Entre-temps, en fait, tu sais, je te disais qu'on bossait de chez nous. Au bout d'un an, on avait loué en fait, un local, mais qui nous coûtait en fait, plus qu'autre chose, en fait, puisque en fait, c'était un local où en fait, il n'y avait pas de boutique. Du coup, on s'est dit, on va prendre une boutique qui va être là où on va expédier nos colis, et ça va aussi créer, on va dire, créer de la matière pour la marque, puisqu'on pourra l'exprimer différemment, et on avait besoin aussi d'avoir un point physique en fait, de visualiser ce qu'on faisait en physique sur le web, tu vois. Et à la différence des retailers qui, eux, en fait, créent d'abord une marque physique sur le web, là on a fait l'inverse. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Ouais. Parce que ce qu'on exprime sur le web, en fait, d'ailleurs, on a besoin d'exprimer plus de choses sur le web qu'en physique, tu vois. Oui. Et du coup, on a dû simplifier des codes, créer d'autres choses, en fait, créer plus de matière, en fait, à la marque. Et donc là, on a effectivement une boutique, en fait, à Croix, qui est basée au 40 rue du Professeur Perrin, donc c'est sur le centre-ville de Croix, à quelques mètres de la station de métro de Croix Centre. Et on a notre boutique web, et on est chez Place des Patronnes depuis octobre-novembre. Voilà. Et donc moi c'était une découverte à Place des Patronnes, puisqu'on s'était contacté sur LinkedIn. Et moi suite à un post honteux sur TikTok. Ben, moi en fait je m'étais dit, attends, il est fou ce mec. C'était le post le plus what the fuck. Et tu sais qu'en fait j'avais plusieurs posts. C'était quoi le post? C'était le post où tu sors du buisson? Oui. Ouais. Merci. Et franchement, tu sais que j'avais vu ce post-là. Et j'ai vu plusieurs posts de Maxence qui étaient des posts, tu vois. C'est des posts assez lisses, tu vois. Bah oui, je parle du truc et tout machin. Et je vois ça, je me dis, mais il est barré ce mec. Je vais le contacter parce qu'il est vraiment fou. Et je crois que c'est ce grain de folie, moi, parce que tu sais, nous on est un peu fous aussi. Hein, déjà, c'est pour faire ce qu'on fait, très honnêtement, il faut être un peu fou. Franchement, pour se mettre dans l'entrepreneuriat, partir en guerre, alors que tu pourrais être en plein. Oui, faut être taré. Et je vois ça, je suis pas, j'ai trouvé ça drôle, et je me suis dit, il est fou en fait, parce que franchement, en plus, c'est sur LinkedIn, tu vois, tu mets ça que sur. Quand on est à deux, on a souvent on se marre. Ouais. C'est-à-dire, quand il y a une idée, on va au bout de l'idée. Ben, il faut, et après, c'était pas non plus. C'était pas. Ça va. Voilà. Mais je me suis dit, tiens, c'était un peu anti-conformiste, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ouais, j'aime bien. On va se contacter. Déjà, si on se contacte, il se passerait un échange avec quelqu'un de fou, et ça, c'est toujours bien. Et du coup, on a échangé. Tu m'as parlé du projet de Place des Patronnes. Moi, j'ai trouvé ça. En fait, moi, pour avoir été revendeur avant, forcément qu'il y avait des liens, en fait. Si tu veux, il y avait des liens sur ce que tu voulais apporter comme valeur. Et nous, la valeur que nous voulons apporter, c'était de valoriser l'artisanat et les petites entreprises en France. Franchement, moi, la mission qu'on avait, nous, avec les Savonam, c'était de valoriser l'artisanat et le savoir-faire français autour des cosmétiques, et surtout des petites structures, en fait. Parce que les grandes, elles n'ont pas besoin de nous, en fait. Tu vois. Et du coup, en fait, et donc il y avait voilà, un lien. Tu vas parler de ça. Moi, j'ai trouvé ça franchement assez incroyable, parce que techniquement, je trouve que franchement, c'était beau déjà. Et le risque que vous prenez, il était beau déjà, je trouve. Parce qu'il y a un risque financier qu'il faut pas négliger. Hein, il y a un risque financier qui aussi a des fins. De rentabilité quand même, ça il faut, mais c'est le but d'une boîte. Mais dans ce parcours-là, ça aide aussi les petites boîtes aussi. Et je trouvais ça intéressant en fait dans l'idée. Et c'est pour ça que nous on est présent là-bas, chez vous. Et je trouvais que voilà, c'était sympa. L'équipe en fait, elle est engagée. Ça, je peux vraiment en fait le signer.
vous êtes ultra engagé. Moi, c'est un truc que, franchement, moi, pour avoir été revendeur, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est incroyable, vraiment. Il y a une énergie folle qui est dépensée sur T'oses même plus regarder le WhatsApp. Bah non, enfin, aussi, ouais, non. Mais je trouve que, premièrement, il y a toujours une réponse. Ouais. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau parce que. La réponse, elle est toujours. Clean, tu vois. Parce que c'est vrai que de temps en temps, il y a des petits scuds qui passent. Hein, ah ouais, pardon, merde. Et c'est vrai il y en a qui comptent les points, ils regardent juste par plaisir de voir et. Ouais, bah ouais. Mais, et ça, je trouve que l'engagement, au-delà de la valeur que vous voulez créer, vous, chez vous, en fait, ça crée de la valeur. Et ça, c'est beau, tu vois, déjà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, l'attente qu'on avait en fait chez Plaza des Patronnes, forcément, c'est une attente financière. Ça, on va pas. C'est le truc numéro 1. Voilà. Mais au-delà de ça, en fait, il y avait aussi en fait, plusieurs sujets qui rentrent en jeu. Premièrement, c'est de pouvoir être placé à un endroit en fait, stratégique, qui était. La noto d'image, l'acquisition. Voilà. Vous avez un endroit qui est un endroit premium, en fait, c'est sur l'île, hein, ça, faut pas l'oublier, et cet endroit-là en fait a un coût exorbitant, et ça j'imagine, parce que je connais pas tous les chiffres, mais 237 000 annuels. Voilà, ce qui est, sans les charges salariales. Hein. C'est ça. Ce qui est un coût. C'est pas d'autre. Donc nous, en fait, il y avait la rentabilité en fait des produits qu'on mettait. Il y avait le fait de pouvoir être positionné en fait à ce moment-là, et aussi la visibilité de la marque, puisque comme en fait de toute manière, moi je calcule comme ça, c'est que demain tu vas créer, tu vois, par exemple, c'est sur Google, tu as plusieurs fonctionnements, tu as soit de la conversion, soit de la visibilité, etc. En réalité, c'est ça, c'est que tu payes aussi pour de la visibilité. En fait, il y a un trafic qui est généré, le trafic, il voit ta marque, et ben forcément, c'est un coût. Donc, et dedans, en fait, moi, je le voyais comme ça. Donc, la partie financière, elle est importante, évidemment, mais il y a aussi, en fait, ces facteurs-là, en fait, à voir, parce que si on voit uniquement la partie de renta, il faut savoir que nous, en tant que première marque, et ça, on le sait, c'est qu'en fait, il y a aussi, on est au début, donc il ne faut pas s'attendre à une croissance sur une vitesse de croisière, tu vois. Donc, et nous, on est là, on est content d'être chez Plaza des Patronnes, on aime l'équipe et aussi la valeur que vous apportez en fait, à l'artisanat en, fait, en France. Tu vois. Tu as une idée, et est-ce que tu accepterais de communiquer ton ratio de rentabilité là, par rapport à ce que ça te coûte chez Plaza des Patronnes en termes de redevances et de chiffres? Si c'est pas ok, tu as le droit de me dire. Hein, non, mais en fait, je ne sais pas, en fait, c'est sous les yeux. Je crois que tu dois être à presque 4 x 4. C'est ça. On a regardé tout à l'heure. Ouais. Après, tu as un pic en novembre-décembre, voilà, après ça rechute un peu janvier, parce que tu n'avais plus de stock. Mais tu aurais eu du stock en janvier, tu serais peut-être plus que x4. Ouais. Et c'est cool déjà, merci d'accepter de communiquer ça, parce que c'est. En fait, tu m'as pas dit oui ou non d'ailleurs. Non, mais écoute, c'est un oui, hein. Franchement, mais franchement, par rapport à ça, enfin, tu sais, enfin, genre. On invente un truc là. Voilà, il n'y a pas, enfin, j'ai aucun problème avec ça, et tant mieux si ça peut aider. Moi, en fait, j'ai pas de problème avec la concurrence. Tu vois, faut savoir que nous, quand on est passé de revendeur à créateur fabricant, on a été embêté par une seule marque en fait, dedans qui met pas la concurrence. Tu vois. Tous les autres, franchement, ils nous ont félicités. Et c'était vraiment beau. Moi, j'étais vraiment touché par ça, en fait, parce qu'ils nous ont, en fait, c'était des revendeurs hein, à qui on achetait, en fait, et ils nous ont dit, félicitations, c'est bien d'aller sur ce terrain-là. Ils étaient contents de créer de la valeur aussi. Ils savent pas faire ça. Sur leur secteur, en fait, tu vois. Et je trouve que la concurrence, c'est bien parce que ça crée, en fait, de la dynamique. Et moi, quand je vois un concurrent, parfois, tu vois, je me dis, s'il cartonne, je me dis, c'est quoi son truc, tu vois. Mais oui, c'est quoi ça, bien sûr. Tu vois. Et je vais chercher ça. Et je suis plutôt content moi, de voir des marques briller. Franchement, moi, je suis. Tu vois, enfin,
que ce soit chez Place des Patrons ou autre, hein, tu vois, tu as des marques qui sont plus ou moins bonnes. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi je suis pas bon en fait. Mais oui, c'est toujours source de grande. Voilà, c'est ça. La première question, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait, tu vois, ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, tu vois. Et ça, je suis. Bonne philosophie. Ouais, je suis plutôt. Enfin, je pense que c'est aussi la maturité entrepreneuriale aussi, ou bien c'est juste en fait une hygiène Donc, je pense que c'est une très bonne hygiène et une très bonne stratégie. Et parce que je trouve que des concurrents de toute manière, il y en aura toujours. Et tant mieux. Tant mieux, ouais. Et tant mieux parce que. Ouais, exactement, c'est ça. Et quand c'est dynamique, moi, les concurrents, moi, ils m'inspirent. Hein. Moi, genre, un concurrent, un bon concurrent, moi, c'est une source d'inspiration. Ah oui. Je vais aller chercher des choses, etc. Tant que ça reste dans le cadre normal, tu vois, ça va. Moi, j'ai un concurrent qui m'a fait un coup bas, hein, il n'y a pas très longtemps. Mais bon, c'était pas fondé, mais sans polémiquer sur le sujet, forcément que tu en as, en fait, ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, etc. Premièrement, je trouve ça à la fois navrant, tu vois, et je trouve que ça ne sert pas la mission. Moi, la première mission que nous, on a, c'est de proposer des produits qui sont bons pour le corps et bons pour la planète. Ça, c'est la mission numéro 1. Si nos clients, ils vont, et je vais citer des marques, en fait, ils vont chez, comme avant, Unbutton, Andro et d'autres marques qui sont concurrentes à nous, en fait, qui font du très bon travail, et ben ils répondent déjà à la première mission que nous on a. Je suis tellement d'accord. Et ça, c'est un truc. Après, nous, ce qu'on propose, c'est des produits qui sont fabriqués dans les Hauts-de-France, sur lesquels, en fait, on va sourcer de manière différente nos produits. En fait, par exemple, il y a la cire d'abeille, en fait, on la prend chez un apiculteur qui est à côté de chez nous, etc. Et on est une marque des Hauts-de-France. On espère que les personnes dans les Hauts-de-France, en fait, vont être, comment dire, sensibles, en fait, et vont être chauvins sur ce sujet-là. Tu vois. Mais très en plus, honnêtement, t'es super bon en com, t'as le ch'ti, toute la gamme ch'ti, voilà. Génial quoi. Ouais, merci. Et c'est vrai que ça, en fait, tu sais que t'as des personnes qui viennent chez nous, et forcément, en fait, ils posent la question, en fait, en parlant avec eux, en fait, ils consomment dans d'autres marques et tout. À aucun moment, en fait, j'ai eu un mauvais mot sur les marques, en fait, concurrentes. Parce que, en fait, premièrement, moi, j'étais revendeur. Donc, il y a pas mal de marques que moi, je revendais, en fait, déjà. Si je les ai revendues, c'est qu'à un moment donné, je les ai aimées, ces marques-là. Mais bien sûr. Et je les aime encore, tu vois. Et au-delà de ça, je trouve que ça remplit pas la mission, en fait. Il y a un truc qui est plus important que ce qu'on fait, c'est la mission. C'est pourquoi, en fait, on se lève tous les matins. Et après, il faut que cette mission-là, elle puisse nous générer un revenu, en fait, décent. Pour en vivre ça, c'est aussi... mais il faut que ça soit... C'est intrinsèquement lié. Voilà, c'est ça. Et à partir du moment, en fait, où les personnes, en fait, elles consomment d'autres marques, heureusement, on peut pas avoir un monopole, en fait, complet, tu vois. Et heureusement, tu vois. Et d'ailleurs, le problème du monopole, en fait, c'est ça, en fait, qui nous a... Je trouve que c'est le fait d'avoir des très très grosses marques, en fait, qui ont posé pour moi, en fait, certains problèmes de consommation. En fait, avant, tu avais des marques alimentaires, je ne vais pas en citer, mais qui disaient... un scandale sur l'eau, par exemple, avec une très grande marque, on ne citera pas. Voilà. Mais en fait, c'est aussi, en fait, nous, on vient de cette génération-là, où, en fait, ces marques-là, en fait, elles nous ont, en fait... biberonnées en fait, à consommer parfois mal en fait des choses en fait. Elles avaient un monopole incroyable en fait, et aussi en fait, c'était puissante. Et aujourd'hui, tu as plein de petites marques qui se réveillent, je trouve que c'est cool. Et c'est bien parce que ça crée en fait des marques au pluriel en fait. Où en fait, si tu as plus d'affinité avec d'autres marques, tant mieux. Moi, je serais ravi qu'ils viennent chez Savona, évidemment. Nous, on fabrique de manière artisanale nos produits, on est créateurs en fait et artisans. C'est-à-dire que tous les produits en fait ils passent par la main de l'homme en fait. Dans tout processus de création en fait, l'homme est présent, enfin, l'homme, la femme. Et c'est vrai que nous en fait c'est ce qu'on a voulu garder en fait. Le produit en fait un produit artisanal. C'est ce qu'on a voulu conserver au maximum. Et c'est une question c'est vraiment une question de choix parce qu'on sait
qu'en prenant ce chemin en fait artisanal, la scalabilité elle sera différente. Elle serait différente. C'est une forme de sacrifice aussi. Ah oui, c'est sûr, parce qu'on sait que. Tu peux acheter en Asie. Exactement. Enfin, genre. C'est un choix non financier. Et c'est un choix aussi en fait qu'on fait parce que nos enfants elles nous posent des questions, tu sais, d'où ils viennent. Et t'as envie d'être fier que tes enfants. On a envie de participer à quelque chose, c'est sûr, tu vois. On a envie de gagner notre vie, forcément, mais on a envie de participer à quelque chose de positif, en fait. Et c'est dans... plus il y aura de marques qui réussiront à faire ça. Ouais, exactement. Et au moins, on aura un peu moins de problèmes, en fait, déjà de santé. Et aussi, au niveau de la planète, en fait, elle sera un peu moins détruite, disons, tu vois. Tu connais Pimpant ? Ouais, je connais, ouais. En fait, l'histoire est la même. Hein. C'est un papa, une maman avec leur fille jouent avec des bouteilles en plastique qui sont rejetées par la mer. Et ils se disent, c'est quand même dingue quand on est sur une plage, au bout de la planète, et il y a du plastique partout sur la plage. Et en fait, à ce moment-là, en fait, ils viennent de revendre leur boîte, plutôt bien, ouais. Une boîte tech qui ont revendu à Pierre Fontaine d'ailleurs. Et ils se sont dit, bah voilà, le prochain projet, ça va être pour notre fille. Et la boîte s'appelait Juliette d'ailleurs au début, parce que leur fille s'appelle Juliette. Et pour les mêmes raisons, tu vois, on va pas faire un projet financier, on va faire un projet à mission. Quoi. Ils ont créé Pimpant comme ça. Et putain, si on arrive à rassembler plein de boîtes comme ça et les aider, mais c'est ça. Nous, la mission, elle est là. Hein. C'est comment on peut aider des boîtes comme vous, engagées aussi bien dans des missions, mais avec une réalité financière. Parce qu'il y a quand même une réalité financière. Évidemment, c'est la base. Hein. C'est de l'économie. Tu peux avoir la plus belle mission du monde, si t'es pas rentable, ça sert à rien. Tu vois. C'est ça. Scaler, quoi. Parce que si. Mais même une asso, en fait, elle a besoin de fonds. Tu mais vois, bien sûr. Tout le temps. C'est une question d'argent. Bien sûr. Et puis, même si on braque tout le marché de l'immobilier commercial, des meilleurs emplacements, ils voudront quand même un loyer indécent dans tous les cas. C'est prêt à payer. Si vous m'entendez, les politiciens, vous pouvez faire une loi spéciale pour les loyers des centres-villes, pour des projets avec des marques responsables. C'est pas mal, là. Les politiciens, là. Tu vois, enfin, ça, c'est vrai qu'en ce moment, on vit une période de turbulence, hein, au niveau des taxes, etc. Tu vois. Et c'est vrai que nous, en fait, en tant que marque, fabricant français, artisan français, ce qui est dommage, en fait, je blâme pas parce que j'imagine que c'est bien plus compliqué que ça en a l'air, mais en fait, ce qui est pas normal, c'est qu'on soit taxé de la même manière, tu vois, au niveau de la taxe à la valeur ajoutée, du moins, en fait, que quelqu'un qui produit à des milliers de kilomètres. En fait. Les Ouïghours, par exemple. Voilà, par exemple. Tu vois. Et ça, je trouve ça, c'est injuste en fait. C'est injuste en fait parce que en fait, on crée de la valeur en France. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est un truc, je pense que demain en fait, on devrait plus valoriser. C'est le sacrifice que nous on porte, nous en tant que marque, parce que évidemment qu'on se lève pas en disant. C'est parce que tu as des personnes qui vont voir des entrepreneurs stéréotypés, pétés de thunes, qui roulent en Bentley et qui machin. Tant mieux, en soi, pour eux, si c'est leur axe, tu vois. Mais la vérité, c'est que nous, à chaque matin qu'on se lève, en fait, c'est un sacrifice. En fait. Tu vois, on se lève. Tu sais pas si tu vas être payé dans le mois. De toute façon, tu sais autant que moi que du 1er au 15 du mois, on travaille pour les autres. Ah oui. Voilà. Donc, moi, du 1er au 30 pour l'instant. Voilà, c'est ça. Et forcément que, en fait, c'est un sacrifice, mais on a une part en fait de rêve en fait dedans. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que on a un truc qui vibre, qui fait que. Mais ça, il faut que ça soit aussi porté aussi. Et je pense que plus en fait on valorisera en fait l'entrepreneuriat en fait en France sous toutes ses coutures, c'est-à-dire que ce soit du petit artisan à la grande entreprise en fait du CAC 40. Et plus en fait, je trouve que tu vois, ce qui est fou en fait là, ce qui est incroyable, c'est qu'on se rend compte en fait qu'en France, en fait, il n'y a plus d'industrie.
Il suffit, tu sais, nous, Et ça va être pire en pire. on habite à côté de la Belgique. Quand tu vas du côté de la Belgique, tu vois encore des gros bâtiments, tu vois. Par chez nous, en fait, c'était une volonté, en fait, tu vois, Et on se rend compte qu'en fait, c'est la dépendance, elle est incroyable. Nous, en tant que marque, on est dépendant. Tu vois, on est dépendant, en fait, des sociétés américaines, comme Meta, Google, etc. Demain, ils te retirent ça, on est en culotte, hein. En slip, du moins, en tout cas. Et ça, c'est... Sauf chez Place Patron. Ouais. Mais c'est vrai que en soi, tu vois, on a une forte dépendance. C'est quelle part de dépendance? 20%? Moi, je ne saurais même pas te dire en fait, mais la dépendance elle est forte. Parce que en fait, t'arrêtes Meta, du jour au lendemain, t'as ton chiffre qui s'effondre. Genre, non, enfin, alors il y a une partie, mais t'as. En fait, au-delà de ça, c'est que au-delà de l'AD sur Meta, etc., tu as quand même la génération enfin, tout ce qui est organique, des réseaux sociaux, tu as ta fiche Google Shopping, enfin, tu vois, tu as plein de trucs en fait qui est. Et c'est vrai que on est hyper dépendant. En fait, et c'est vrai que au-delà de ça, je pense qu'il faut trouver un moyen pour pouvoir doper ces entreprises-là. Enfin, doper, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, aider. Une TVA 5.5 par exemple, déjà rien que ça. Ce serait fou. Ce serait fou, franchement, ce serait top parce que ça permettrait d'équilibrer en fait. Parce que, en plus, ça permettrait aussi d'encourager en fait à créer de la valeur en France, bien sûr. Créer de l'emploi du coup. Et sans créant de l'emploi, en fait, qu'on crée de la richesse. Bien sûr. Et ça compenserait un tout petit peu les achats à l'autre bout du monde, qui effectivement t'achètes un, tu en revends 10. Enfin, j'exagère presque pas, mais dans certains marchés. Sur le savon, par exemple, tu as étudié un peu certainement la concurrence. Les boîtes qui achètent à l'étranger, comme ça, c'est quoi le... En fait, c'est pas une question, pour le coup, c'est pas une question de nous, c'est pas vraiment une question de pays, en fait, même si, en fait, ça joue, mais c'est une question de fabrication. Tu as plusieurs méthodes de fabrication qui sont, en fait, on va dire, les principales. Tu as celle qu'on utilise, c'est la saponification à froid. C'est une méthode de fabrication qui fait que, en fait, on crée un savon sans chauffer les huiles, mais on fait dormir le savon un mois. D'accord ? Chose qu'un industriel, en fait, c'est trop long pour lui. Et au-delà de ça, t'imagines dans rupture de stock, tu sais que tu vas attendre 3-4 semaines. Donc il y a une organisation, etc. à avoir. Tu as la saponification à chaud, qui est proche et qui est celle utilisée par exemple dans le savon de Marseille. Donc là, tu peux saponifier, enfin tu peux créer des savons un peu plus en masse, d'accord, sur un volume plus important, en sachant que ça retire un peu des qualités hydratantes du savon parce que les huiles sont chauffées. Ah, ça c'est bon à savoir, tu vois, la plupart des gens le savent pas. Ça. Dans la SAF, en fait, dans ce que j'appelle la SAF, c'est la saponification à froid, tu as la glycérine qui reste, etc. Et après, tu as la méthode industrielle sur laquelle en fait, tu as des additifs qui sont ajoutés pour que le savon il sèche. Il vienne dur rapidement, qu'il sèche rapidement, etc. Et ça, le savon, en fait, tu vas l'acheter 1 € d'un côté et 5 € de l'autre, dans les extrémités, tu vois. Donc c'est plus dans la méthode de fabrication que dans le pays. Voilà. Mais en soi, voilà, nous, on a choisi la méthode la plus complexe, la plus lente et qualitative. Voilà. C'est un peu comme du grand vin. C'est ça. Tu fais pas du grand vin à la chèque. Ouais. Et c'est surtout que c'est une méthode qui est douce. Et c'est sur ça que tu vois, on parlait de grain de sel en fait tout à l'heure. Et c'est vrai que eux, ils ont fait le choix de ramener en fait le chocolat à l'avoine, ce qui est très beau. Et nous, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a choisi une méthode sur laquelle on ne chauffe en fait pas les huiles, etc. Donc il n'y a pas de matière, c'est hyper doux, c'est bon pour la planète, cette méthode-là, on ne l'a pas inventée, hein.
une méthode qui est ancestrale. Mais voilà, on aime l'utiliser pour ses bienfaits. En fait, tu vois. Et c'est un coût qui est un peu plus élevé. Et je comprends parfaitement que tu as des familles qui ne peuvent pas en fait, acheter des savons saponifiés à froid parce que ça coûte plus cher en fait. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ça, j'en suis convaincu, on le sait. Tu vois. On essaie d'avoir un prix. Nous, par exemple, le savon le moins cher qu'on a, en fait, il est à 5 tu vois. Pour un 100 grammes, ça équivaut à une bouteille et demie, 2 bouteilles de gel douche de 250 ml. D'accord. En gros, tu le gardes combien de temps? T'es combien de lavage de main à peu près avec un savon? Alors, t'as calculé? Alors, c'est pas uniquement les lavages de main, hein, puisqu'en fait, tu te laves le corps, en fait, avec ça se substitue en fait au gel douche, etc. Puisque avant le gel douche, c'était ça. Comme bottle, etc. T'es aussi sur la partie lavage corps, en fait. Ouais, c'est que, en fait, si tu veux. Ça, c'est un truc que j'avais pas bien compris. En fait, nous, c'est un savon qui est pour le corps, en fait. Tu vois, enfin, et d'ailleurs, ce serait dommage d'utiliser uniquement pour tes mains. Bah oui, mais carrément. Et juste que eux, ils ont twisté le truc en mettant gel douche solide pour connecter psychologiquement en fait le fait que ça soit sur le corps. Mais non, nous c'est des savons saponifiés à froid qu'on utilise pour le corps en fait. Et en fait, à la différence par exemple d'un gel douche, en fait, t'as moins la peau qui tiraille en fait. Ta peau est plus hydratée. Et ouais, non, donc ça c'est un choix. C'est un choix de fabrication, c'est un choix d'entreprise aussi, puisqu'en fait ça conditionne énormément de choses en fait, aussi bien sur les marges, etc. Parce qu'on n'a pas des marges non plus. On fait pas du x10, hein, clairement. C'est impossible. Les matières premières, l'huile d'olive, tout simplement, c'est un produit qui coûte hyper cher, mais on l'utilise. On utilise du beurre de karité, on utilise de la cire d'abeille, on utilise des ingrédients assez qualitatifs. Donc forcément que en fait, on a un produit qui est plus précieux. Ouais, alors c'est le terme de précieux. J'aime qualitatif. Ouais, voilà. Parce que précieux, ça voudrait. Luxe, prix, très cher. Voilà. C'est pas un produit. Au final, 5 € par rapport à un gel douche qui a 2 ou à 3, au final. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est démocratiser en fait cette méthode de fabrication. Et pourtant, on moins de plastique, moins d'eau. Donc c'est aussi c'est mieux qu'un gel douche, quoi. Pour dire, on a été contacté par une grande marque, je ne citerai pas, pour fabriquer des savons pour eux. Et cette marque-là, en fait, pourtant, franchement, ça aurait pu être intéressant. Mais finalement, en fait, on aurait changé de métier. On aurait mis nos ressources que pour eux. On aurait fabriqué. En plus, on gagnait pas énormément, tu vois. Et donc, on est contacté par des grandes marques pour fabriquer pour eux. On ne cite pas énormément nos marques, en fait, à qui on travaille. Parce que moi, j'ai toujours considéré que la discrétion, c'était un levier d'efficacité. Parce que ça évite. Après, quand on se fait, c'était copier, etc. Mais nous, on travaille par exemple pour en citer une, on travaille pour Van Rysel, par exemple, qui est une marque de vélo. Ouais. Premium. Incroyable, en fait, cette marque-là. Ils ont. Pour dire quand même, ça fait longtemps qu'on bosse avec eux. On fabrique un savon marque de café pour eux depuis longtemps. Ils sont hyper contents en fait de la collab. Et c'est génial. Nous, on ne le met pas forcément en fait, tu vois, sur les réseaux, je le valorise pas forcément parce que je veux que ce soit eux qui gardent le truc, tu vois. Nous, on est là pour les servir, tu vois. Et le deal, il est cool parce que nous, on aime bien travailler avec ce genre de marque, tu vois. Et tu vois, parfois on tape sur des grandes marques et tout. Eux, tu sais, ils pourraient acheter leur savon à l'autre bout de la terre. Hein. Pourquoi ils passent par chez nous? Parce qu'ils ont aussi en fait cette sensibilité-là aussi. Enfin, genre, ces marques-là, ils font aussi un effort, tu vois, là-dessus. Et donc, Van Rysel, vraiment une marque incroyablement belle, je trouve, avec des produits vraiment. C'est du beau, hein, c'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du vélo. C'est une marque qui appartient à Decat. Hein, exactement. Mais c'est le top du vélo. Ouais. Alors, il y a beaucoup de marques chez Decat. Qui ont été critiquées ces dernières années, mais si on a bien une qui est au-dessus de tout et qui s'est vraiment fait une énorme place dans le vélo de compétition, etc., c'est Van Rysel. Ouais. Et donc oui,
tu vois, c'est simple en fait. Je trouve que c'est trop simple d'aller critiquer ces marques-là. C'est vrai, il y a un effort à faire. Le monde a changé. On n'est plus à l'époque où en fait on pouvait faire ce qu'on voulait, personne, tu vois. Et ces marques-là, je pense que c'est juste que, tu sais, nous, changer un process, c'est simple pour nous. On est à 4. Ouais. Pour eux, c'est différent. Genre, il y a un équilibre. Même si au-delà de ça, il faut être vigilant. Les premiers, en fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, les premières personnes à prendre la parole, c'est les clients, c'est le public, c'est les personnes qui vont regarder soigneusement en fait, ce que font les marques. Et ça, c'est bien, je trouve. C'est bien parce que ça permet de rééquilibrer vraiment la donne. Et donc, ouais, on bosse pour eux, on est hyper content. On est hyper content. En gros, en fait, on fait un savon marc de café, on recycle ce marc de café dans une brasserie roubaisienne qui est le Brut, en fait, qui est basée à Roubaix. C'est génial, le Brut. Ouais, c'est top. Bon, en fait, moi, j'ai bossé là-bas au tout début de quand j'ai quitté les bancs scolaires. On récupère le marc de café là-bas. On en fait un savon côté vachement social, engagé, avec des personnes handicapées aussi, non On a aussi, en fait, on a travaillé avec un ESAT. Oui, voilà, ça. Voilà, pour la fabrication l'un des savons sur lesquels, en fait, là, on l'offrait le savon. Mais voilà, on aime bien, c'est pas des trucs qu'on va non plus utiliser. Voilà. Mais c'est un plus, quoi. C'est un plus et c'est bien, quoi. Voilà, on fait nos actions, parfois de notre côté, mais on surfe pas, en fait. Je veux pas que notre marque soit le produit d'une démarche responsable. Tu vois, vraiment que ça. Je veux pas, parce que tu as des marques qui le font vraiment. Qui le font, où c'est imbibé. Tu vois, par exemple, t'as Roche-Mara. Ça pourrait être vu comme du greenwashing aussi, quoi. Voilà, t'as Roche-Mara qui est basé en fait à Croix, qui eux fabriquent leur savon dans les Alpes, chez eux, et un savon de très bonne qualité, d'ailleurs c'est avec eux en fait qu'on passait, un savon de très bonne qualité, eux le font en fait. Eux c'est leur atelier de fabrication. Les personnes en situation de handicap, elles participent complètement au truc, donc ça c'est canon. Genre, moi si je viens en fait parler de ça, je serais injuste, tu vois. Je surferais sur un truc où franchement, donc et même culturellement, et on a toujours été comme ça avec mon épouse, hein, c'est-à-dire que on considère qu'une bonne action, à partir du moment où tu la valorises trop, c'est que tu as perdu le bénéfice de ton action. Tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Donc voilà, mais c'est comme ça, je comprends que. Après, t'en as qui surfent là-dessus, c'est leur histoire, tant mieux. Des greenwashers qui sursurfent dessus, et en fait derrière c'est que du bullshit. Bref, il y en a, il n'y a pas que ça en fait. Et le problème c'est que à un moment donné ça se voit, et tant pis pour eux, tu vois. Faut rester concentré sur la valorisation de ce qu'on fait, apporter de la valeur là où on est en fait. Et après, genre à partir du moment où tu fais ce genre de truc, tu sais qu'à un moment donné, tu payeras un jour ou l'autre, tu vois. C'est vrai, hein, tu vois. Bien sûr, surtout que comme tu dis maintenant, les plus petites marques ont des accès au marché qui n'étaient pas possibles avant. Les grosses marques avant, c'était dominante parce qu'il y avait un coût, une barrière à l'entrée qui était énorme. Maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., Internet, tu as un coût d'entrée qui se baisse. Et avec ce qu'on essaye de faire aussi Place des Patronnes, c'est de rendre accessible le commerce physique aussi facilement qu'ouvrir un site e-commerce sur TikTok. Tu vois, regarde, 800 balles que tu as craché sur Meta à la création de Savonable, pour 800 balles, tu peux rester 8 mois chez Place des Patronnes. T'imagines ? Exactement. Et sans besoin de maîtrise. Ou 4 mois dans 2 magasins. Et pourtant, j'ai pas de part chez Place des Patronnes, je vous le dis. Mais non, effectivement, c'est ça. Et si on arrive à... En fait, si tu veux, ce qu'on a constaté, ça fait 15 ans qu'on se passionne sur le monde physique, mais aussi on bosse depuis 5 ans avec des e-commerçants qui ont ouvert des points de vente. Et tu as un côté plafond de verre sur le web qui est dur à débunker, quoi. C'est quand tu arrives à un tel niveau de chiffre d'affaires, passer un levier de croissance, ça devient très compliqué parce que c'est-à-dire que
tu achètes plus de SEO, ou tu achètes plus de ads, d'acquisition, etc. Et là, ta rentabilité, elle est compliquée. La longue traîne, tu vois, les mots-clés de longue traîne, ils coûtent parfois très cher. Et quand tu as des marques qui font de l'omnicanal, donc qui vont avoir du book sale, donc du développement par des revendeurs, là tu commences à avoir un plafond de verre qui se dépasse. Kabaya par exemple, ils ont démarré dans le physique, puis ils ont fait le web, mais une stratégie de book sale dès le départ. Et ils n'auraient jamais atteint 100 millions d'euros de chiffre s'ils n'avaient pas 2000 ou 3000 revendeurs un peu partout dans le monde. Et après, ils ont commencé à ouvrir des points de vente. Alors, il y en a beaucoup qui ont ouvert des points de vente dans le e-com, tous n'ont pas réussi, mais tu en as quand même pas mal qui ont prouvé que tu as un côté scalable qui est intéressant sur un point de vente. À partir du moment où tu as trouvé l'équation rentable d'un point de vente, généralement, quand on ouvre le deuxième, bah, en fait, tu dupliques. Ouais. Si tu as un résultat net positif sur le premier, bah, tu dupliques, tu as à peu près le même résultat net positif sur le deuxième. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher des gens qui n'achètent pas forcément sur le web, sur un autre flux, sur un autre trafic, mais de la démultiplication. Et si on arrive à rendre ça accessible en plus, bah, putain, on a gagné notre pari, parce que ça veut dire qu'on va aider des marques à mission. Ouais, bah, c'est les points de vente physiques, nous en fait on démarre là en fait. On démarre parce qu'en fait on n'a pas, comment dire, nous en tant que revendeur avant on fait revendre des produits à des revendeurs qu'on rachetait déjà, ça n'avait aucun sens d'un point de vue financier. Donc il n'y a pas assez de valeur. Bah oui, non, et en plus tu as ta marge qui ne te reste plus rien, quoi. Et du coup là en fait on commence, mais c'est un vrai sujet parce que la concurrence elle est forte. Les marques sont beaucoup plus agressives en fait sur ces sujets-là. Et ouais, ce qu'il faut faire, c'est s'adapter. Pour moi, parce que soit tu regardes, tu vois ces marques-là, enfin nous dans notre secteur, avant c'était les Biocop, les vrac, etc. Depuis maintenant, ils sont tous tournés sur de la parapharmacie, en fait, un modèle qui est plus stable en fait. Mais c'est la guerre. En parapharmacie, c'est la guerre. En plus, c'est encore un autre, c'est encore un autre métier. Parce que après, il y a des problématiques en fait qui arrivent, mais tu te concentres plus sur des modèles plus stables. Demain, qui sait en fait. Mais c'est vrai que ces marques-là, tu vois, des marques comme Respire, en fait, ont changé de ouais, ils sont partis sur de la para. Voilà, ils sont partis sur de la para. Sans le vouloir, en fait, mais c'est les pharmacies qui achètent, et ils ont une grosse part qui vient de la para. C'est ça. Et parce que c'est plus stable, en fait. Ils ont raison. Nous, on se recherche encore pas mal. C'est là-dessus, donc j'espère qu'on va trouver. Mais... J'ai envie d'ouvrir 10 points de vente là d'un coup là. On va trouver hein. Ouais. Si on peut vous aider. Ouais, c'est sûr. Hein. Tu sais, il y a un truc que j'ai entendu dernièrement, en fait, et c'est tellement vrai. Quand tu entreprends, en fait, c'est pas une question d'effort et d'énergie. C'est que tu peux bourriner dans un mauvais axe toute ta vie, ça va rien cracher. Et parfois c'est plus simple, mais il suffit juste de changer d'axe et paf, ça arrive, tu vois. Avec moins d'énergie. C'est vrai, hein. Donc l'effort, c'est pas uniquement en fait le seul levier de réussite. Hein. Oh oui. Bah, tu sais, nous ça fait 15 ans qu'on bourrine sur le Figital avec des résultats qui sont à la fois complètement fous et en même temps, en fait, pour expliquer ça, tu vois, il y a 2 magasins en France qui arrivent à faire des résultats incroyables en Figital. Ce que j'appelle en Figital, c'est-à-dire le rapport de vente sur un écran dans une boutique versus une vente traditionnelle avec ton produit en magasin, etc. Parce qu'en fait, le coût de production d'une vente dans un magasin, tu dois prendre dans ton calcul de rentabilité le loyer qu'occupe ce produit, la logistique, il faut sortir le produit du carton, de la palette, le mettre en rayon, l'étiqueter, le mettre dans du merch qui est joli, etc. Ça, c'est 60% de la masse salariale de ta boutique, c'est de la logistique en fait. C'est de la mise en rayon, du facing, etc., d'étiquetage. Et après, tu as le coût du stock. Quand tu as un entrepôt, tu as un stock. Quand tu as 10 magasins, tu as 10 fois le stock.
Et donc le Figital, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu exploses complètement la rentabilité économique de ton coût de production de vente dans une unité magasin. Le record en France, c'est Motoblues, je pense qu'il a Carvin. Ils font 2 millions d'euros de chiffre à peu près dans une boutique de 200 mètres carrés. 80% est fait sur écran. C'est incroyable. Et en fait, ta vente qui est produite sur écran, elle coûte une rentabilité nette qui est bien inférieure à un casque, par exemple, qui est vendu en rayon. Et puis tu as plus de choix, etc. Donc le business model, il est canon. Le deuxième record, c'est un D4 qui doit faire 20 millions en Figital dans une seule boutique, tu vois, sur 3 segments qui sont le vélo, parce que nos produits lumineux, puis plein de déclinaisons, hommes, femmes, etc., taille, de cadre et tout, enfants. Tu peux pas avoir tout en magasin, c'est impossible. Et puis ils ont le catalogue, je sais pas, ils ont milliers de références, mais c'est monstrueux quoi, entre les vélos enfants, les vélos adultes, Van Riesel et compagnie. Tu peux pas mettre ça en magasin. Et le coût de place, le coût de loyer, je sais pas si t'imagines, monstrueux. Le deuxième, ça doit être le fitness. Pareil, un tapis de course, ça prend une place énorme, c'est lourd, ça coûte du stock dans Trésor, mais laisse tomber. Troisième, c'est l'outdoor, parce que gamme très large et tout, etc. Donc c'est possible en fait. Le Figital est prouvé, il existe, possible. T'en as plein d'autres, qui a Milibou par exemple, je crois qu'ils font 1/3 de leur chiffre en digital, en in-store. Donc ça vaut le coup de dépenser, de cramer un effort colossal là-dessus. Mais ça fait 15 ans qu'on se prend des murs parce qu'en fait, on a ciblé principalement des grandes enseignes. Et en fait, ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est la vitesse de pivot. En fait. Tu vois, quand tu es une grande enseigne, c'est beaucoup plus difficile de pivoter de modèle économique que quand tu es 4, tu vois, disais tout à l'heure. Et en fait, le Figital, c'est une manière de penser ton entreprise retail de manière complètement différente. Mais radicalement. Tu redesign en fait le truc. Hein. Le BP, l'agencement, le management, ta stratégie d'achat, tu redesignes tout. Alors, tu as certaines boîtes qui l'ont fait très tôt, qui réussissent très bien. D4 en fait partie. D4, ils ont commencé le Figital il y a 12 ans ou 13 ans. Et ils y arrivent mieux que tout le monde. Ikea, ils s'y sont pris tard, mais ils y arrivent bien aussi. Mais c'est un nouveau métier, en fait, dans le métier. Et avec Place des Patronnes, en fait, on inverse complètement le sujet. C'est plutôt que d'aller voir des distributeurs, on va voir des gens qui produisent, en fait, pour donner accessibilité directement à ça. C'est un peu comme quand Uber est arrivé, au final. Uber, il aurait pu vendre son logiciel à des taxis. Sauf que les taxis lui auraient dit, attends, tu me vends un logiciel où je pourrais plus mettre 17 € au compteur quand je vais chercher mes clients parce que en fait j'ai fait 300 mètres et je suis content de leur dire j'étais là-bas donc maintenant il y a 17 € au compteur au moment où tu t'assois. Ou alors ils vont pouvoir me noter, je pourrais qu'ils me notent pour mes clients. Mais bon. Ils n'auraient jamais pu. Les taxis c'était pas la bonne cible. Et ça fait 15 ans qu'on crame de l'énergie comme des magouilles. Donc effectivement t'as raison. Le Figital ça marche en fait. Mais je trouve que c'est vachement dépendant aussi à la typologie de produit aussi. Hein. Mais bien sûr. Mais c'est un sujet qui est passionnant. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui? Écoute, on a vu pas mal de choses. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour. En tout cas, merci. Merci de croire dans le projet aussi. Écoute, avec plaisir. Hâte qu'on soit à Noël parce que je crois que la meilleure période arrive pour vous. Hein. Ouais, il y a plusieurs périodes. Il y a la fête des mères, il y a Noël, il y a pas mal de périodes, mais effectivement, la période la plus dense, en fait, c'est Noël, en sachant que nous, en fait, on a pas mal de collabs qui vont arriver, en espérant une collab secrète dont on n'a pas le droit de parler. Secrète. Tu n'as pas de marque. Ouais, c'est ça. Et voilà, merci à vous déjà d'être présents, de créer de la valeur en fait auprès des petites marques, moyennes, petites ou grandes, peu importe, en tout cas de créer de la valeur sur ce secteur. Nous on est très contents d'y être, je le dis pas juste pour te flatter, mais en tout cas pour vraiment en fait souligner en fait l'effort je trouve que ça demande de créer ce genre de business, parce que encore une fois il y a une question de sacrifice, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a vraiment cette histoire-là, il y a une histoire de croyance aussi. Donc félicitations à vous et j'espère pour nous tous en fait que ça va cartonner de fou quoi. Voilà. Peut-être dernière question avant de vous laisser.
Si tu recommanderais Place des Patronnes à une marque responsable, engagée, etc. Évidemment, ça. Ouais, non, je recommanderais à 200%. Tester déjà. Tester, si ça ne fonctionne pas, partez. Le coût d'entrée, voilà, c'est le coût d'entrée, c'est le test, il coûte pas très cher. Moi, c'est le calcul qu'on avait fait, c'était combien je mettais sur Meta et combien je pourrais mettre, tu vois. Donc, les chiffres sont publics, hein, donc tu peux dire si tu veux combien ça coûte Place des Patronnes. Non, nous on est à 130. Ouais, un truc comme ça, c'est par planche d'étagère. Ouais, c'est ça. Non, on est plutôt content. On est content. Évidemment, en fait, on attend qu'on soit vraiment en vitesse de croisière. Mais non, je recommande pour toutes les boîtes qui ont un besoin d'accompagnement aussi, parce que finalement, en fait, ça permet aussi de se retirer de la charge aussi sur la vente, et ça peut être que complémentaire pour moi. Voilà. Donc allez-y. Super. Merci Christophe. Surprise. Salut tout le monde. C'était Stories avec une marque incroyable encore une fois, puis une super histoire. Et j'espère que tu reviendras sur ce petit canapé, peut-être dans 1 an, 2 ans, ou peut-être dans 6 mois, peut-être à Noël, tiens, ça serait bon. Avec plaisir. Parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à raconter. Ouais. Bon, super, merci Christophe. À bientôt. Savonnable, allez voir chez Place des Patronnes, à Croix, ou sur internet. T'es sur Insta, TikTok. Tout ça. T'es partout, donc allez-y. Sur Caramel. IRC. C'est ça. Et Pigeon Voyageur aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Non, sur le métaverse. Allez sur le métaverse. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. C'était Stories.